Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial RDC, République démocratique du Congo, avec les élections générales qui vont avoir lieu le 28 novembre prochain. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda Nyanga. Monsieur Mulunda Nyanga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Alors vous êtes de passage ici en Belgique à Bruxelles, dans votre périple, donc dans cette dernière ligne droite, avant les élections générales, donc à la fois présidentielles et législatives qui auront lieu le 28 novembre prochain, donc sur toute l'étendue de la RDC. Première question, est-ce que cette date du 28 novembre est une date non modifiable, non, je veux dire, on ne peut pas la différer? Vous êtes certain que vous tiendrez les délais? Je suis certain qu'on tiendra les délais. C'est une date qui est inchangeable, qui n'est pas modifiable et qui reste fixe. Monsieur le Président, vous avez parlé pourtant de contraintes à la fois logistiques, financières et politiques. Est-ce que vous avez réussi à lever toutes ces contraintes? Je pense qu'il est important qu'on revienne à la source. Pourquoi le 28 novembre? Quand nous avons pris fonction, nous avons consulté la classe politique. Après notre rencontre de Lubumbashi, nous avons présenté deux options à la classe politique congolaise, disant qu'avec les contraintes logistiques, qu'il était impossible et que la CEI à l'époque avait raison de vouloir découpler les élections présidentielles des élections législatives. Nous avons trouvé que logiquement, financièrement, la CEI avait raison. Mais la CEI, quand elle est entrée, nous nous sommes dit que pour raison d'équité et de justice, qu'il serait important qu'on mette les deux élections ensemble. Alors nous avions deux propositions qu'on a données à la classe politique congolaise. Soit on coupe les élections et on amène ces élections en début d'année prochaine, on les reporte pour mieux préparer les choses, soit on les découpe. La classe politique congolaise a été catégorique. Un, elle a accepté, elle a refusé le découplage, et de deux, elle nous a forcé à respecter obligatoirement la Constitution et qu'on n'allait pas prolonger d'un jour le mandat des dirigeants actuels et surtout le mandat du chef de l'État actuel. Et que son mandat terminait les 6 et qu'on nous promettait qu'après les 6, ce serait l'apocalypse en RDC. Et qu'on était obligé de travailler dans les délais. C'était la demande de la classe politique congolaise. Et c'est comme ça qu'on a établi ce calendrier si contraignant et on a fait le calcul. On a commencé à calculer à partir d'abord de 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président qui fait le 6 août. Nous devions à tout prix convoquer l'électorat et de là on est parti. Donc aujourd'hui il est important que l'opinion sache que ce calendrier nous a été imposé par l'intransigeance de la classe politique congolaise. Et Monsieur le Président, est-ce que cela veut dire que si jamais il y a des couacs, si on peut dire, dans le déroulement de ces élections que l'on veut transparentes, libres et aussi pluralistes, hein, est-ce que vous en imputez la responsabilité à la classe politique qui vous a contraint? Non, 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 non. Pour le calendrier, on est là et on a pris des dispositions. Aujourd'hui, les questions logistiques sont presque toutes résolues. La conséquence qu'on a connue la plus grande, c'est l'explosion du budget. Parce que dans un temps normal, tout viendrait par bateau, lentement. On attendait quelqu'un qui viendrait par vélo. Aujourd'hui, on a éliminé les vélos de la logistique. On a presque éliminé les bateaux, le matériel venant de la Chine. On le prend par avion et les avions commencent à aller à Kinshasa. On a dû doubler le nombre du personnel de saisie et des informaticiens. Il y a des conséquences budgétaires. Mais aujourd'hui, la préparation, écoute, elle est bonne, mais les conséquences sont surtout financières. Et le gouvernement a consenti beaucoup de sacrifices pour arriver à temps. Maintenant, on est presque là. Écoute, on ne va pas imputer ça à la classe politique. Au contraire, c'est la classe politique congolaise qui, me semble, n'a pas pris au sérieux ces ménages chez nous et ne s'est pas bien préparée. Elle ne croyait pas qu'on allait arriver. On y arrive et elle n'a qu'à se réveiller et venir aux élections. Défi énorme, vous l'avez dit notamment, on va parler de cette contrainte politique, en tout cas ce défi économique, pardon, excusez-moi, financier. Vous avez dit dans votre conférence de presse là qu'il y avait plus 94% d'augmentation du budget. Un budget qui était fixé en tout environ 800 millions de dollars. C'est bien ça? Vous confirmez les chiffres? Le budget, au départ, était à peu près, oui, chiffre rond, je n'ai pas de chiffres exacts, 800 millions de dollars. Ça, c'est pour tout le cycle. Le cycle, la partie préélectorale, les élections présidentielles et législatives nationales, les élections provinciales, les élections locales et municipales. C'est le cycle de
2011 à 2013. C'est tout le budget complet. Mais sur ce budget-là, il y a une augmentation de 94%. L'augmentation a été causée surtout par la première partie. C'est là où il y a une grande augmentation qui fait que le total, ce n'est pas 94%. On a mal présenté que, par exemple, le ratio a changé. Au départ, il y avait un engagement que le gouvernement congolais suppose 60% du budget des élections et que la communauté internationale suppose 40%. À cause des augmentations dues au calendrier, la contribution du gouvernement congolais a augmenté. Elle est en train maintenant d'avoisiner les 80% du budget total prévu par rapport à la communauté internationale qui est restée, son montant est resté inchangé et qui s'est vu diminuer dans la balance à peu près 20%. Et dans cette modification de ratio, êtes-vous certain, avez-vous les garanties que le gouvernement de la RDC va s'acquitter de sa part? J'ai annoncé, je viens de recevoir, nous avons déjà reçu 147 millions du gouvernement congolais dans sa part. Et elle s'acquitte très bien. Et les échéances de décaissement sont respectées. Nous voyons leur engagement à aller aux élections. Alors, Monsieur le Président, 11 candidats ont été retenus provisoirement, parce que bientôt on aura la liste définitive des candidats présidentiels, je le dis bien. Est-ce que ce sont les candidats définitifs? Et pourquoi certains se plaignent, par exemple, en disant qu'ils ont versé de l'argent, mais que les banques auxquelles ils ont versé de l'argent étaient des banques qui avaient déjà fait faillite? C'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à se renseigner. Parce que vous n'avez pas publié si quelqu'un veut être la liste des banques où il fallait verser l'argent de la caution. Non. Si quelqu'un veut être chef de l'État, diriger un État, il doit s'informer. C'est une preuve que une telle personne n'est pas préparée à diriger le Congo. Il y a un candidat qui est venu avec un dossier incomplet. Il arrive, où la preuve de paiement dit j'ai fait un SWIFT à partir de la Belgique. Et la banque qui aurait fait faillite ne serait pas congolaise. Hein? C'est une banque belge d'ici qui a fait faillite d'ici. Donc là où tu vis, tu ne connais pas dans quelle banque ils font envoyer de l'argent. Et nous, on a attendu jusqu'à ce que la date est finie de dépôt des candidatures. Si l'argent est venu après, parce que nous, on respecte le calendrier. On ne doit pas prolonger pour une personne. Et maintenant, parce que la loi a été très bonne, et donne l'occasion à ces candidats-là d'aller maintenant à la Cour suprême, ouvrir un contentieux électoral. Et la Cour suprême a écouté les gens. Et la Cour suprême va se prononcer aujourd'hui. Nous tous, on est obligés d'obéir à la loi. Si la Cour suprême dit, écoutez, CENI, prenez ce candidat, nous prenons le candidat. Mais c'est important de noter qu'on a ouvert les bureaux de vote depuis le 18 août. Et les bureaux devaient fermer le 11 septembre. Les gens ne sont pas venus. Et nos fameux candidats, ils font leur SWIFT à la veille de la clôture. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé aussi de certaines largesses que vous aurez fait à la CENI pour essayer de repêcher certains candidats, surtout au niveau des législatives. Est-ce que ces largesses que vous avez acceptées, octroyées, est-ce que demain, ça ne sera pas des causes de contentieux de la candidature de certains? Ça peut être des causes de contentieux sur certaines personnes. Et le contentieux, nous, on ne le crée pas, on ne l'attend pas. Donc, par exemple, pour les présidentielles, on a seulement eu à parler avec un candidat dont le suite n'est pas arrivé, mais on apprend à la Cour suprême qu'il y a 4 cas de contentieux. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Mais ce que nous avons fait, c'était pour permettre aux gens qui étaient en retard, peut-être qui ne croyaient pas aux élections, et qui sont arrivés en retard, et qui n'ont pas pu, par exemple, à l'intérieur du pays, on demande de donner 4 photocopies d'un document. Il n'y a pas de photocopieuse là-bas. Nous avons donné seulement une seule copie, nous allons photocopier pour vous. Les diplômes en RDC, nous savons tous, quand quelqu'un termine, on ne donne pas les diplômes directement. On donne le dernier relevé de code. Peut-être que vous aurez le diplôme de 3 ans après. Vous n'allez pas bloquer une telle personne. Nous sommes des faiseurs de largesse, recevons la dernière cote et amenez-les. On dit par exemple, il faut légaliser les documents. Au lieu d'aller seulement chez le notaire, on disait, vous pouvez aller au parquet, vous pouvez aller dans n'importe quel bureau de l'État, faites légaliser votre document. Donc, on a fait des ouvertures pour permettre aux gens de venir déposer leur candidature afin qu'ils meurent de leur propre mort et qu'ils ne meurent pas de la mort politique causée par la CENI. Exactement. Alors, vous nous dites 62 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ces 62 000 bureaux seront sécurisés le 28 novembre, pour qu'il n'y ait pas après contestation, par exemple, dans certains bureaux, des urnes ou des box qui disparaissent, qui trouvent des chemins un petit peu sinueux ou un peu bizarres, et qu'après, on aboutisse à un scénario ivoirien. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors la question subsidiaire, c'est savoir, est-ce qu'au Congo, il y aura une certification internationale des résultats de ces élections, ou alors c'est uniquement votre instance, donc les Congolais, qui certifieront les élections? Vous avez répondu à ça, c'est les Congolais qui certifieront les élections. Le mandat de la MONUSCO au Congo est différent de celui de la Côte d'Ivoire. Et la RDC n'est pas la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'arrivera pas en RDC. C'est pourquoi nous sommes... Pourquoi pouvez-vous affirmer ça aujourd'hui? Parce que nous nous engageons à donner des élections transparentes. Nous mettons tous les moyens de notre côté.
et nous continuons à dialoguer avec la classe politique, nous mettons à son attente. Et ce n'est pas le dialogue qu'on essaie d'enlever tous les malentendus. Et parfois, nous nous transformons en conseillers aux partis politiques pour leur dire, écoutez, faites ceci, faites cela pour arriver à temps. Aujourd'hui, on va avoir 62 000 bureaux de vote et on leur demande, on leur dit clairement que, écoutez, mettez-vous en association, formez 124 000 témoins, placez-les dans les bureaux pour qu'ils soient là. On leur donne aussi des conseils. Pour 62 000 bureaux sécurisés? Sécurisés. On travaille avec la police. Dans chaque bureau, il y aura la présence de la police et aussi de la munition dans ces deux endroits. On travaille ensemble avec la police nationale pour que tous les bureaux soient sécurisés. Et nous voulons qu'il y ait la présence des témoins et observateurs, surtout dans les milieux ruraux, les milieux les plus éloignés, pour que les gens n'aient pas d'excuses. Donc nous faisons de notre mieux pour que les élections soient les plus transparentes possibles et que les gens aient accès aux endroits les plus possibles. Alors, Monsieur le Président, 62 000 bureaux sécurisés, mais en plus, qu'est-ce qui deviendra du transport des résultats? C'est-à-dire d'un bureau au siège central de la CENI pour centraliser et totaliser les résultats. Vous savez bien qu'il y a eu tout un débat sur le code informatique, le code source. Certains disaient que vous pourriez le trafiquer au profit d'un ou d'autres candidats. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie là-dessus? Ces deux questions, c'est pas. Je commence par la première. Le transport des résultats, la CENI s'est acheté un système VSAT, un private network, un réseau privé de transmission de données. Si aujourd'hui on a pu recueillir les plus de 15 000 candidats qui sont arrivés à temps que ça, c'est parce qu'on a les VSAT. Dans les systèmes normaux, vous imaginez au 11 septembre, avec 13 000 candidats, les transportés par vélo, on n'allait pas avoir ça. Donc il y a un système VSAT qui fonctionne et que nous avons pu découvrir les faiblesses qu'il y a et nous allons l'améliorer d'ici décembre pour que de partout, bien qu'on va suivre les structures prévues par la loi, dès qu'on finit les élections dans un bureau de vote, nous avons le PV des élections, les témoins des partis signent, le président du bureau signe, et on nous envoie ça par VSAT. Donc chaque soir, nous pouvons commencer à donner les tendances. Donc pour cela, nous avons un système VSAT. C'est pour cela que nous assurons encore que nous affirmons qu'on va tenir les 28 parce que nous avons tenu compte de la technologie et des contraintes que nous avons. C'était quoi? C'était par rapport au code source justement le fichier électoral, mais aussi de la façon dont on va traiter les résultats. Cette question-là me fait rire. Parce que le code source est donné par celui qui crée son programme. Aujourd'hui, Microsoft qui a créé le Windows 7 a son code source. Quand je vais acheter l'ordinateur avec Windows 7, je n'ai pas demandé le code source à Microsoft. Je ne suis qu'utilisateur. Et vous savez qu'il peut être manipulé. Écoutez. Le vote congolais n'est pas électronique. C'est un vote manuel. C'est pourquoi la question est ridicule. Nous avons 32 millions de votes. Le serveur, tout ça, les programmes nous ont servi seulement à centraliser les données, à découvrir les doublons. Et maintenant, on a amené la liste à l'Assemblée nationale. Cette liste est devenue la loi. Donc quand on vote aujourd'hui, ce sont les PV manuels qui vont venir. Et on va compter les bulletins à la main. Ce n'est pas un vote électronique. Ça allait amener à débat si on devait faire des calculs par ordinateur. Nous, on est encore dans les votes traditionnels et les votes manuels. Et c'est pourquoi nous disons à nos compatriotes, oui, vous posez vos questions. Et les doublons, ils sont là. On a amené un DG, je ne donne pas le nom. On a 119 000 doublons. Et ces doublons, il y a des doublons criminels. Il y a des doublons qui sont techniques. Les criminels, on va les envoyer à la Cour suprême. Et la fin de ce mois, on va afficher les 32 millions d'électeurs. La loi nous oblige à afficher 2 fois. Nous allons afficher à la fin de ce mois la liste par circonscription électorale. 1 mois avant les élections, c'est-à-dire à l'ouverture de la campagne, on va afficher les listes par bureau de vote. Donc les listes seront là. Donc le vote, il est essentiellement manuel. S'il était électronique, le débat va avoir lieu. Parce que nous allons compter. Mais on n'est pas encore au vote électronique. C'est pourquoi je dis que les gens ne passent pas le temps. Ils ont passé le temps à parler code source, à parler serveur. Moi, j'ai toujours dit que les serveurs, en tant que Congolais, c'est comme la marmite. Là où ma femme me fait les foufous. Je mets de l'eau chaude, je mets la farine dedans, et je tourne, je mélange farine et eau, et le foufou sort. Et je sors ce foufou-là et je le mange. Et s'il y a des petits morceaux comme sur le village, des pailles qui sont tombés là-dedans, on essaie d'enlever la paille. Là, c'est le travail, on trie les doublons. Mais quand le foufou est préparé, nous avons transporté notre foufou à l'Assemblée nationale. Voici le foufou qu'on a préparé, 32 millions. Et les législateurs regardent, non, en tout cas, la CENI est un bon cuisinier. Et on approuve les foufous, on dit allez le servir. C'est la loi. Donc, le serveur est resté vide. Hein? La marmite est restée vide. Le foufou, il est parti. Donc, c'est comme ça qu'il faut aider les gens à comprendre. Aujourd'hui, ils ont des difficultés
à déposer les candidatures si on n'a pas été large, si on ne voulait pas l'apaisement. Beaucoup de n'avaient pas déposé les candidatures. C'est pourquoi je les encourage. Ce débat, ils vont y voir. Que leurs techniciens viennent, ainsi que les nôtres, qu'on leur explique le processus. Mais on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on peut brûler les serveurs de la CENI. Les élections auront lieu. Monsieur le Président, vous le dites, hein, vous avez fait un effort énorme pour essayer de rassurer l'opposition notamment, rassurer de votre bonne foi et de votre bonne volonté de rendre ce processus transparent et juste. Mais tout le monde sait que vous êtes un proche du président Joseph Kabila, le président actuel de la RDC. Quelle garantie vous donnez que vous ne jouez pas le jeu de la majorité présidentielle? Je vais d'abord répondre à cette question. C'est la loi elle-même. Ne me rendez pas victime de la loi que vous avez votée. À l'Assemblée nationale, on dit que choisissez les gens proches du pouvoir et proches de l'opposition. C'est la loi de la République démocratique du Congo. Votée par vous-même, par vos élus. Moi, j'étais dans la bourse de Walikale et de Goma, j'ai ramassé mes armes. Je n'ai pas été chômeur, j'ai fait un travail qui a beaucoup de valeur. J'ai contribué à la pacification de l'Est en enlevant du Nord Kivu 15 000 armes. J'étais là. Je n'ai pas été là à voter la loi. On dit quelqu'un proche du pouvoir et de l'opposition. On m'a choisi. Je n'ai pas donné mon nom. Et on a choisi une jolie poste de l'opposition. Et aujourd'hui, on va t'en poser des questions. Donc on a quand même amendé la loi. Mais ce qui est vrai est que je vais travailler dans la crainte de Dieu. Et je vais donner des élections au peuple congolais. C'est pourquoi je fais tout. Avec mon équipe, le bureau fait tout. Nous sommes nés par césarienne. Mais nous voulons donner les élections modernes et crédibles à la classe congolaise. Mon premier pas quand je suis sorti, une fois nommé, je suis allé payer une visite de courtoisie à Etienne Tshisekedi. Mais présentement, je suis là, prêt à travailler, j'ai vu toute l'opposition. Et je dialogue. Plus que même entre l'opposition, je dialogue avec eux. Donc vous êtes investi d'une mission historique pour le Congo? Bien sûr. Très historique. D'avoir des bons... Les deuxièmes élections sont plus compliquées que les premières. Aux premières élections, on avait 9 000 candidats aux législatives. Aujourd'hui, nous en avons plus de 15 000. Donc, c'est le défi d'habituer les gens au cycle électoral et que les gens oublient une fois pour toutes les questions de transition, les questions de partage de pouvoir dans les salons. Parce que c'était la tentation à laquelle on veut nous amener. Nous disons non. Donc, nous avons une mission historique et surtout d'organiser les élections locales, les élections municipales. Et là, c'est notre mission. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Ngoï Mulunda. Je rappelle que vous êtes président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout le plaisir est le mien. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous prochainement sur Vox Africa. À bientôt, au revoir.